Alors aujourd'hui, on va parler sur cette chaîne de probabilité. Ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que c'est pas ma zone de confort, mais là, j'ai le soutien de Yann Doumerc, qui, depuis que j'ai renvoyé un post sur les probabilités, m'a écrit, et il sait me parler de proba, il m'en parle de façon avec de l'algèbre, et je trouve que ces idées sont intéressantes. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les urnes de Polya, mais en fait, c'est même les blagues sont de Yann Doumerc, quoi. Je suis une discussion qu'on a eue ensemble et ce qu'il m'a écrit. Et bon, bah voilà, là ici, je transmets, je fais dans le partage. Alors, les urnes de Polya, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous donner un exemple d'un protocole de tirage, et on va dire c'est l'exemple pas totalement basique, mais quand même semi-basique, qui peut être ensuite multiplié, généralisé à l'envi, et j'en parlerai plutôt en épilogue. Là pour l'instant, on est en train de parler d'une urne qui contient B boules bleues et R boules rouges. On effectue des tirages successifs avec remise. Donc on tire une boule et ensuite on la remet, mais accompagné de C boules. Alors C, c'est une constante. Bon, a priori, c'est positif, c'est-à-dire qu'on ne retire pas les boules. C boules de la même couleur. D'accord? Donc si vous tirez une boule bleue, ensuite vous remettez la boule bleue et vous en rajoutez C. Voilà. D'accord? C'est un tirage avec renforcement. Ok. Donc ces boules de la même couleur que celle qu'on vient de tirer. Voilà. Quelle est la probabilité que la énième boule tirée soit bleue? Voilà. Et bon, Yann m'a envoyé cet exercice que j'ai essayé de faire tant bien que mal, et en fait j'ai trouvé une solution, bon, qui est la solution un peu basique, on va dire. Il m'a proposé cette solution à nouveau, plus deux autres solutions, et il y a une belle histoire des probabilités discrètes qui se déclinent dans ces trois solutions. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler sur cette chaîne. Alors donc voici la première méthode que Yann appelle la méthode du promeneur qui ne connaît pas trop la région, mais qui se défriche son passage à coup de pertinence et de bonnes idées. C'est gentil, parce qu'en fait, c'est exactement le chemin que j'ai pris avec cette vision de la randonnée, d'essayer de se dire par là ou peut-être par là. Donc voici une méthode, parce que quand même, faut bien reconnaître que quand j'ai vu ce problème, la énième boule, le champ des possibles est vertigineux, faut bien reconnaître. Pour moi, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on essaye de faire une récurrence. Donc on va appeler xn, la variable aléatoire qui vaut 1 si la énième boule tirée est bleue, 0 évidemment sinon. Je vais appeler petit pn égale la probabilité que xn soit égal à 1. Sn, c'est la somme des xi de 1 à n. Et en fait, toutes les possibilités, c'est que Sn soit égal à 0 jusqu'à n. Voilà. Il y a n plus une possibilité de 0 à n. Donc maintenant, je vais dire que la probabilité... Alors ça s'appelle la formule des probabilités totales, mais disons c'est très très naturel. Pn plus 1, donc quand on arrive au n plus unième tirage, la probabilité donc d'avoir x n plus 1 égale 1, on le partitionne en p de xn plus 1 égale 1 et Sn égale k. Évidemment, ça dépend de ce qui s'était passé avant, et les seules possibilités, c'est que k aille de 0 à n. Comme on a partitionné l'événement xn plus 1 égale 1, on a bien une somme ici. Et là, bien sûr,
Cette intersection, c'est la probabilité que Sn égale K fois la probabilité que Xn plus 1 égale 1, sachant que Sn égale K. Je pense que c'est la formule de Bayes, telle que je l'apprenais en terminale. Bon, alors globalement, ça fait que de là à là, c'est la formule des probabilités totales. Voilà. Mais bon, je me suis fait mon anti-sèche personnel ici. Ok. Alors maintenant, maintenant c'est bon, parce que ça, c'est quand même exactement ce que j'appelais tout à l'heure une décomposition du champ des possibles, quoi. Ici, on sait faire ça. Ça, c'est pas vertigineux. Si Sn égale K, c'est qu'on a tiré depuis le début K boule bleue, donc N-K, forcément, boule noire. Et donc, qu'il y a dans l'urne, au moment du N plus unième tirage, B plus K fois C, boule bleue. Puisqu'à chaque fois, il y a C remises, bon, C est une constante. Hein. Ok, alors, donc ça fait que Pn plus 1 égale somme de K égale 0 à N, de la probabilité de Sn égale K, ici, fois, voilà, qu'est-ce qui se passe? Là maintenant, en tout, il y a B plus R plus NC boule dans l'urne. Ce NC correspond à K boule bleue tirée plus N-K boule rouge tirée. Et à chaque fois, on a remis C. Donc voilà, on a fait une remise. Donc ça n'a pas bougé. Plus le renforcement de ces boules à chaque fois. Donc voilà ce qui se passe. Et donc on fait le quotient. Bon, très bien. Bon, maintenant, calcul. Alors calcul quand même, un peu astucieux, quoi. C'est-à-dire qu'on va utiliser la linéarité ici. Donc je mets en facteur ça qui est une constante finalement, hein, en fonction de n. Donc j'ai B plus R plus NC. Et puis qu'est-ce qui va rester? Il va rester B fois cette somme-là. Très bien. Mais cette somme-là, puisque on a toutes les possibilités, ça va faire 1, hein, c'est la probabilité totale. Donc on va avoir juste B. Et ici, je peux pas sortir le K, évidemment, mais je peux sortir le C. Et ce qui va rester, c'est une somme de K probabilité de Sn égale K. Donc c'est l'espérance de Sn. Bon, donc là maintenant, je rappelle la linéarité de l'espérance. C'est joli, c'est poétique comme mot. Déjà, il y a une licence poétique. On pourrait imaginer que si c'était pas linéaire, l'espérance partirait dans les décors à cause de la force centrifuge. Mais bon, l'espérance est linéaire. Donc on a E de Sn, comme Sn c'est la somme des xi, c'est la somme pour i allant de 1 à n de E de xi. Ok. Qu'est-ce que c'est l'espérance de xi? C'est pas compliqué, xi ça vaut 1 ou 0. Donc c'est 1 fois pi, ici. D'accord, après ça, plus évidemment 0 fois 1 moins 1 pi. Okay. Donc ici, ça fait pi. Donc maintenant, ça c'est la somme des pi. Ok, donc je reprends cette formule-là. C'est le dénominateur, c'est B plus R plus NC. Le numérateur, c'est B plus, ici on va avoir C, facteur de la somme des pi, i de 1 à n. Ok. Et on y va maintenant. On a une récurrence, on a notre récurrence. Il se trouve que, par chance, quand on va calculer P2, donc P1, P1 c'est le truc de départ, c'est-à-dire la première boule, c'est B sur B plus R. Donc il y a B boule bleue parmi B plus R boule en tout. Donc maintenant, P2, quand on va calculer P2 grâce à cette récurrence, on va tomber sur encore B sur B plus R. Ce qui, quand même, c'est un peu contre-intuitif, quoi. Bon, voilà. Alors, si maintenant, on suppose par récurrence forte que PI est égal à B sur B plus R, regardez ce qui se passe. Pn plus 1, ça va être B plus, la somme des PI, ça va être N fois B sur B plus R, fois C, sur B plus R plus NC. Je mets B en facteur au numérateur, 1 sur B plus R en facteur aussi au dénominateur. Donc ça veut dire qu'il va rester ici B, 1 quand j'ai mis en facteur B et B plus R quand j'ai mis en facteur 1 sur B plus R. Donc B plus R et il va rester NC.
ici, sur B plus R plus MC, et ça disparaît. On a montré, par récurrence forte, que Pn était égal à B sur B plus R. Il est indépendant de N. Voilà une petite histoire d'urne de Polya. Maintenant, deuxième méthode. Alors donc cette seconde méthode, c'est la méthode que Yann Doumerc appelle le raccourci que les initiés connaissent et parcourent les yeux fermés. Très bien, allons-y. Alors, inutile de vous dire que il m'a fait découvrir le raccourci. Alors ici, on va appeler en fait P de BR, on va rajouter l'état initial à la probabilité. Donc on va obtenir une fonction ici de l'état initial. C'est-à-dire qu'on va regarder la probabilité que xn est égal à 1, mais en partant de BR. Effectivement, ça dépend de BR, donc on regarde ça aussi comme fonction de BR. C'est-à-dire B bleu et R rouge. Donc maintenant, regardez, PBR de xn égale 1, c'est PBR de xn égale 1 et x1 égale 1, plus, oui, j'ai partitionné encore une fois, xn égale 1, inter, x1 égale 0. Donc ça veut dire que soit x1 égale 1, soit x1 égale 0, c'est les deux seuls cas possibles qui forment une partition. Et donc on tombe sur... En fait, normalement, quand on est pro, on tombe directement là-dessus, c'est la formule des probabilités totales, et on écrit ceci, donc l'intersection, c'est le produit de la probabilité ici, plus la probabilité de ça, sachant ça. Voilà. Et là, pareil. Bien. Mais la probabilité pour que xn égale 1, sachant que x1 égale 1, c'est comme si on partait de la deuxième étape, d'accord ? Mais avec B plus C bleu et R rouge. Voilà. Donc ça, c'est exactement la probabilité P indice B plus C R, mais là c'est xn moins 1 qui est égal à 1. Plus, ça c'est, donc on avait dit R sur B plus R, et là ici, cette fois-ci, on partirait de l'étape 2, avec B boule bleue et R plus C boule rouge, puisque on a tiré une boule rouge au départ ici. Voilà. Ça c'est assez joli, vous voyez, ça fait une récurrence. Et ensuite, on dit, voilà, ça c'est la probabilité, ça va être B sur B plus R. Ici, cette probabilité, c'est B plus R, et on le montre encore une fois, par une récurrence. Bon, c'est rigolo de voir qu'ici, on le montre par une récurrence pas forte. Bon, on s'en fiche un peu des récurrences fortes ou pas, donnez-nous les vainqueurs. Mais finalement, c'est joli de voir qu'ici, la récurrence n'est pas forte. Ok, donc si je suppose par récurrence qu'on a ceci qui est égal à B sur B plus R, donc ici on a B sur B plus R, fois, ici ça va être forcément B plus C sur B plus C plus R, j'écris comme ça, ici j'ai R sur B plus R, et fois là, ce sera B sur B plus R plus C. Donc je mets encore en facteur B sur B plus R, et vous voyez ce qui va me rester, il va me rester B plus C plus R sur B plus C plus R, donc ça fait 1. Donc il va me rester ça. Voilà la seconde méthode. Alors la troisième méthode utilise les actions de groupe. Scoop. Donc inutile de vous dire que Yann Doumerc m'a appâté avec cette méthode, et je vais essayer de vous la vendre aussi bien qu'il me l'a vendue. On y va. Alors voici la fameuse méthode que Yann appelle la méthode de l'oiseau qui voit tout ça de haut. Allons-y. Alors on va partir de cette formule qui est bien naturelle, c'est une formule de Bayes généralisée, je dirais. P de A1 inter A2 inter etc. inter AN. Bon. Alors moi, quand je dis formule de Bayes, c'est ma mémoire
Ok, de il y a longtemps. Comme disait ma grand-mère, ouh. Ok, alors, donc c'est égal à P de A1 fois P de A2 sachant A1, fois etc. P de AN sachant A1 inter, etc. jusqu'à AN-1. Bon, c'est bien naturel quand même. Et ce qui est d'autant plus naturel, c'est que toutes ces choses se calculent facilement parce qu'on sait ce qui s'est passé avant. On est dans une situation précise et pas dans l'immense champ des possibles. Donc maintenant, on va partir de la loi du n-uplet, c'est ça qui est intéressant, x1 jusqu'à xn. On appelle la loi conjointe. Donc allons-y pour la loi conjointe. On regarde la probabilité pour que x1 soit égal à epsilon 1 jusqu'à xn égale epsilon n. Donc c'est exactement cette formule. Donc ici, on a ça. Bon, avec epsilon, bon, c'est un n-uplet à valeur dans 0,1, bien sûr. Et en fait, je vais mesurer epsilon, en fait. Je mesure ici. Et ici, on a epsilon 1 plus jusqu'à epsilon n. Et en fait, c'est facile de voir que cette probabilité dépend bien sûr de epsilon, mais ne dépend que de la mesure de epsilon. Voilà, ça c'est important. Et ça, vous le montrez, cette formule-là, c'est le produit pour i égale 1 à la mesure de epsilon des b moins i moins 1c fois le produit de i égale 1 à n moins mesure de epsilon des r plus i moins 1c sur le produit total des b plus r plus i moins 1c. Ça se montre donc directement, on peut le montrer directement par récurrence sur n, d'accord, vous voyez, puisque on va, quand on va faire l'hérédité, on va regarder P de AN plus 1, sachant A1 inter jusqu'à AN. Et en fait, on divisera par le n plus unième terme ici, et si AN plus 1, c'est xn plus 1 égale 1, eh on multipliera, c'est lui qui va s'incrémenter. Si AN plus 1, c'est xn plus 1 égale 0, c'est lui qui va s'incrémenter. Donc ça, c'est assez naturel. Alors ce qui va être important, c'est que cette fonction-là est invariante par permutation. Ça nous rappelle les polynômes symétriques élémentaires ici. Bon, c'est le premier polynôme symétrique élémentaire en fait. Et voilà, c'est comme quand on débarque dans la théorie de Galois, la porte d'entrée, c'est « Oh, les racines arrivent avec une invariance par permutation ». Et c'est la grande porte. Et là, il y a une porte. Donc on va prendre sigma appartenant à Sn, donc sigma est une permutation. Eh bien, j'affirme que x sigma de 1 jusqu'à x sigma de n a la même loi que x1, xn. Ok, puisque quand vous allez faire x sigma de 1 égale epsilon 1, vous allez agir, sur la mesure, donc par sigma moins 1 là-dessus. Donc ici, on va avoir somme, ici, on aura la somme des x sigma moins 1 de i, mais c'est la même chose. Donc ici, la loi est la même. Voilà. Et d'accord. Si la loi de ça, qui peut le plus, peut le moins, si la loi de ça, c'est la loi de ça veut dire que la loi de ça, c'est la loi de ça. Donc on a ramené la loi de n'importe quel xk, ici, à la loi de x1. C'est la même loi. Voilà. Alors, pourquoi on balaye ça d'un revers de manche, quoi. Parce que Sn agit de façon transitive sur l'ensemble qui va des entiers de 1 à n. Voilà. Donc on peut toujours trouver un sigma qui envoie 1 sur k, et donc xk a la même loi que x1, et donc c'est b sur b plus r. C'est très joli, et maintenant on va un petit peu épiloguer. Alors premier épilogue, déjà, regardez bien, on a beaucoup plus ici avec cette méthode. Non seulement elle est simple, mais elle nous apporte beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on peut dire que comme Sn agit de façon n transitive sur l'ensemble des entiers de 1 à n, c'est-à-dire Sn peut envoyer n'importe quel n-uplet d'entiers de
distinct vers n'importe quel n-uplet entier 2A2 distinct. C'est quand même sa particularité quand même. Hein. Pas beaucoup de groupes qui font ce job. Et donc ça veut dire que si vous prenez la loi de xi, xj, avec i évidemment différent de j, eh bien ce sera la même que la loi de x1, x2. Et la loi de xi, xj, xk, pour ijk 2A2 distincts, ce sera la même que la loi de x1, x2, x3. Donc on a même donc beaucoup plus. Voilà déjà quelque chose d'intéressant qui aboutit à une notion d'action de groupe sur des mesures, finalement. D'accord ? De la même manière qu'on a des actions en algèbre, des actions de groupe, quand un groupe agit sur un ensemble grand X, bah, il va agir sur les fonctions de X dans K. K, c'est ce que vous voulez, un ensemble encore, ce que vous voulez. Voilà, et quand on prend des lois conjointes, les lois conjointes viennent avec une action de groupe. Ça ouvre des perspectives. Bon, alors maintenant, le protocole des urnes de Polya peut être généralisé. Alors, bien sûr, le tout, c'est de savoir quel genre de résultat on attend, comment généraliser de façon raisonnable. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre plein de couleurs, voilà, n couleurs, vous voyez, différentes, et dire, ben voilà, quand je tire une boule de couleur I, eh bien je vais remettre la boule de couleur I, mais plus des boules de couleurs différentes aussi. Parce que ça peut être... donc, on va avoir un AIJ, bon, je vais l'appeler C, CIJ. Ça veut dire que je vais remettre pour tout J, CI, puisque j'ai tiré la boule I, hein, je vais remettre CIJ boule de couleur J. Mais je peux en enlever aussi. Donc CIJ, je peux estimer qu'il appartient à Z. Et donc j'ai une matrice maintenant, j'ai une matrice C. Donc je vais avoir une matrice NN, si N c'est le nombre de couleurs, je vais avoir une matrice à coefficient dans N. Donc si vous regardez sur Internet ce genre de sujet, vous voyez qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, hein, vous avez effectivement des résultats qui dépendent des valeurs propres de la matrice C, de l'irréductibilité de la matrice C, et des résultats de loi des grands nombres, des résultats de théorèmes centraux limites qui sont liés aux propriétés, justement ces propriétés de la matrice C. Voilà, j'en dirai pas plus, évidemment. Alors maintenant, on peut parler des urnes de Polya en tant que maths appliquées. Ça s'applique à quoi? Ben oui, on imagine. Ce sont des lois, en quelque sorte, de tirage avec renforcement. Et effectivement, si une entreprise, par exemple, lance deux produits P1 et P2, ben, plus le fait que le produit P1 marche mieux que P2 va renforcer le produit P1 et la fabrication, en quelque sorte, du produit P1. On peut aussi imaginer une certaine déviance génétique, aussi. Bon, ce qui veut dire que finalement, c'est un peu du darwinisme, quoi, tout ça. Ces lois-là, c'est fittest of the fittest, quoi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, encore autre chose, parce que j'avais dit à Yann, puisque la probabilité de xi ne dépend pas de i, elle est constante, c'est une loi de Bernoulli. Naïf. Non, c'est pas une loi de Bernoulli, il m'a répondu, tout simplement parce que les xi ne sont pas indépendants entre eux. Voilà, on aura peut-être l'occasion de reparler des urnes de Polya, justement, dans le sens de cette indépendance des xi, et ça va nous amener vers des considérations de fonctions gamma, de fonctions bêta, de lois à densité, etc. Voilà, pour bien voir qu'on n'a pas une loi de Bernoulli, mais qu'on a une déformation de cette loi de Bernoulli. Voilà.
dû au fait que les XI sont pas indépendants, évidemment. J'espère vous en parler bientôt, le temps que je me remette de tout ça.